Ah ouais, je vais essayer de pas le refaire. Voilà, j'ai relancé l'enregistrement. Alors, cette méthode, on l'utilise avec l'ordinateur Abdelhakim, parce que c'est très pratique, d'accord. Mais bon, tu peux faire ça à la main, tu peux faire ça avec des tas d'outils, hein, avec une calculatrice, je sais pas. Alors, la question de Mathieu, si j'ai bien compris, c'était par rapport au TP, comment ça marche concrètement le codage. Alors, je vais vous afficher le TP, d'accord. Alors, si je le retrouve, TP2 chiffrement. Voilà. Alors, principe de chiffrement, hein, je vais juste lire ensemble ce qui est écrit. Donc, on numérote de 0 à 25 les 26 lettres de l'alphabet. On fait une opération sur le nombre qu'on obtient, d'accord. On applique ce qu'on appelle une fonction affine. Donc, vous avez un nombre x qui correspond à une lettre, et ce nombre x, vous le transformez en ax plus b. Alors, qu'est-ce que c'est que a et b? C'est ce qu'on appelle la clé de codage. C'est des nombres qu'on peut choisir, qui est donnée par la personne qui veut échanger des messages codés. Donc vous allez faire cette opération-là. Évidemment, quand vous prenez, je sais pas moi, le chiffre, mettons 24, hein, qui correspondrait à la lettre Y, si je dis pas de bêtises, donc vous prenez 24, vous allez faire une opération affine. Par exemple, si je prends ce qui est écrit ici, là, vous allez faire 3 fois 24 plus 4. Alors évidemment, le résultat, ça va dépasser 26. D'accord? Donc l'idée, ça va être de travailler avec des congruences. Donc vous faites cette opération sur le nombre, et vous le ramenez toujours en un nombre entre 0 et 25, en un reste en fait, en travaillant modulo 26. Alors je vais vous montrer dans Excel comment on fait. Donc je vais vraiment appliquer le processus de chiffrement cette fois-ci. Donc je vais dire que la clé, on va prendre la même clé que dans la... Alors, je vais la changer, comme ça vous allez... Donc on va prendre la clé 7,6, d'accord? Ça veut dire quoi, la clé 7,6? Ça veut dire que chacun des nombres qui sont ici, je vais les multiplier par 7 et je vais ajouter 6. Alors je vais le faire, regardez. Je fais le nombre qui est là fois 7 plus 6. Ok, donc j'applique la clé 7,6. Et je fais ça pour tous mes nombres. Alors évidemment, vous avez vu, on dépasse 25. Et quand on dépasse 25, regardez ce qui se passe. On obtient des caractères qui n'étaient pas prévus. Ok. Alors il y a un de vos camarades qui se pointe. Essayez de ne pas me planter. De ne pas couper l'enregistrement. Non, ça ne va pas couper. Super. Donc en fait, il ne suffit pas de multiplier la case par 7 et d'ajouter 6, il va falloir prendre aussi un reste. Alors pour prendre un reste dans Excel, c'est la fonction modulo, hein, qui renvoie un reste. Donc vous mettez d'abord le nombre, et ensuite vous mettez le diviseur, c'est-à-dire modulo combien on travaille. On travaille modulo 26. Ok, c'est pas grave Romain. Donc voilà, je viens d'appliquer exactement la clé 7,6 aux lettres qui sont écrites ici. Alors je peux continuer, on peut mettre un message. On peut mettre SOS. Bon, SOS, hein, vous avez compris l'idée. Je vais effacer ces deux colonnes. Donc j'ai tapé le message SOS, qui m'a donné donc, avec le principe de chiffrement, alors attendez, je ne sais pas si je l'ai fait glisser, ouais, si je l'ai fait. Donc je multiplie le chiffre obtenu ici par 7, j'ajoute 6, et je regarde le reste, modulo 26. Donc là ça fait 2, là ça fait 0, là ça fait 2. Donc SOS, le message en clair, devient encodé CAC. D'accord? Bon, on peut s'amuser, hein, on peut taper c'est trop dur, enfin, ce que vous voulez. C'est dur. On peut s'amuser à s'envoyer des messages comme ça. C'est dur. Il suffit que je fasse un... Oui, c'est là où l'informatique est intéressante. C'est que je fais un glisser incrémenté et j'ai mon message chiffré. D'accord? Qui donne KQI JBQV. Ok? Donc c'est la technique de chiffrement qu'on vous propose. Ça s'appelle un chiffrement affine, qui est une technique extrêmement rudimentaire, hein, qui n'est pas du tout utilisée parce que, en fait, c'est un peu nul, hein, c'est très facile à décoder. Voilà, donc ici, vous avez un petit exemple. Donc je répète, pour résumer, pour obtenir le code d'une lettre, vous tapez code de cette lettre. Alors si on travaille avec des majuscules, vous enlevez 65 pour que le A démarre à 0. En sens inverse, pour retrouver une lettre à partir
d'un nombre, ben, vous tapez la commande contraire qui est en fait la commande caractère, qui va donner un caractère. Et comme tout à l'heure on avait enlevé 65, assez logiquement ici on va ajouter 65 pour faire l'opération inverse. Quant au chiffrement lui-même, donc 18 est le nombre obtenu, il est codé en deux. Alors quel est le principe? La clé ici dans l'exemple c'est 7,6. Donc regardez ce que je vous souligne là. D'accord? Donc je prends le nombre 18 ici. Vous voyez, ça, on voit pas tout, il faut que j'agrandisse encore. Ok. Donc la case au-dessus, je la multiplie par 7 et j'ajoute 6. C'est le principe du chiffrement affine. Hein, comme une fonction affine, fois 7 plus 6. Et ensuite, je regarde le reste modulo 26, et ça me donne le nombre codé, d'accord? Qui va être 2, que je transforme en lettres, comme je viens de vous montrer. Ça va, vous avez pigé? Ça vous aide un peu, Mademoiselle Kovacs, Monsieur Bataille? Donc encore une fois, je vous laisse quelques jours, hein, ceux qui ont un peu galéré avec ça. Bon, vous faites le début, c'est pas trop difficile, etc. Et puis vous essayez de coder, de décoder. Après, il y a des choses un peu plus compliquées après. Voilà. Sachez quand même que ce sont des méthodes de cryptage, ça, qui sont très très simples, élémentaires. C'est plus pour vous faire comprendre le principe qu'un procédé vraiment efficace. D'accord? Je vous en reparlerai quand on le corrigera. Alors, ce que tu n'arrives pas à faire, c'est comment on décode. C'est ça. Donc, on code avec 7x plus 6, comment on décode? Alors, je vais un peu aider. Je pense que ça va intéresser tout le monde, ce qu'on va raconter. Bah, il y a plein de façons de faire, Mathieu. Après, si tu veux, j'ai vu que tu me l'avais déjà rendu. Si tu veux l'améliorer, le refaire, voilà. T'as bien toute la semaine pour le faire. Hein. Si tu veux modifier des choses, tu peux envoyer des ajouts, c'est pas grave. Voilà. C'est un travail de recherche que tu as fait, donc c'est déjà super. Alors, comment on fait pour décoder? C'est un peu la question de Mathieu. C'est-à-dire, imaginons que je vous donne simplement un message codé. D'accord? Donc je vous donne la ligne du bas. Vous savez que la clé c'est 7,6. Comment retrouver la ligne du haut? Hein, c'est un peu ça le principe. Donc en fait, je vais effacer cette ligne. Ok. Ah oui, alors mais j'aurais pas dû faire comme ça fait rien. Bon, prenons un message codé. Alors attendez, je vais essayer de mettre quelque chose qui... On va juste prendre 3 caractères, parce que sinon il faut que je mémorise tout, ça va être compliqué. Donc je vais mettre comme message... alors imaginons que ce que je veuille coder, ce soit back. B1C. Donc le mot back. Alors là j'ai tout effacé, c'est pas malin, c'est pas grave, je le recopie. Donc c'est code de la case au-dessus, moins 65. Ok. Ok. Je recopie ici. Alors il est pas content, je sais pas pourquoi. Oui, parce que j'ai mis le moins 65 dedans. N'importe quoi. Excusez-moi, c'est la reprise pour moi aussi. Il faut que... Voilà. Alors ça a été effacé, je sais pas pourquoi, je vais le recopier. Voilà. Donc en fait, quand je code avec la clé 7.6, back devient NGU. Bon. Maintenant, essayons de faire le travail en sens inverse. Je sais que la clé c'est 7.6, hein, ça va pas changer. Et on me donne simplement le mot NGU. Alors comment je vais faire pour trouver le message en clair? Autrement dit, alors N, ici j'ai N, G, U. Comment je vais faire pour retrouver, ça je vais l'effacer, le mot back qui est écrit ici? D'accord? On fait vraiment le travail à l'envers. Vous avez reçu le message NGU, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors ben, vous allez faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire ces nombres, vous allez d'abord les traduire en lettres. Donc vous allez écrire, pardon, ces lettres, vous allez les traduire en nombres. Donc vous allez écrire code de la lettre qui est en dessous, là, moins 65. C'est le même principe. Ok. Et j'ai encore mis le moins 65 à l'intérieur. Donc je vais le mettre au bon endroit. Ok. Voilà. Donc la question c'est maintenant, vous avez codé des nombres, ça a donné 13, 6, 20. Quels étaient les nombres qu'on avait au départ? Alors qui sait le faire ça? Qui a réussi à le faire? Bon, avec des exemples du DM. Hein. Donc Mathieu a eu un souci, il n'y arrive pas. Qui sait le faire? Qui a réussi? Qui pense avoir réussi? Alors, Maël y croit.
Ok, bon, ça fait juste un. C'est pas énorme. Moi, j'ai réussi, mais c'est foireux. Alors, évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est écrire toutes les lettres, vous faire un espèce d'alphabet référence. C'est-à-dire écrire toutes les lettres, et ce qu'elles deviennent une fois qu'elles sont codées. Et puis ensuite, évidemment, regardez cette espèce de traducteur à l'envers. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous faites A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z, vous codez, vous regardez ce que ça donne, et puis s'il faut décoder un message, vous lisez votre alphabet dans l'autre sens. C'est toujours possible de faire comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la formule mathématique qui permet de travailler à l'envers, si j'ose dire. C'est-à-dire de, à partir des lettres codées, retrouver le vrai message. Alors, je vais on va prendre un document Word. Bon, le but, c'est de vous faire un peu réfléchir à tout ça, hein. C'est pas de vous prémâcher la solution. Alors, on va ouvrir un nouveau document Word. Voilà. Alors voilà, justement, on va essayer de voir, Fatima, donc déjà tu me proposes quelque chose, on va essayer de comprendre comment ça marche. Donc on va appeler ça aide sur le TP, d'accord. Donc on note, disons, on note X, le nombre euh, codant la lettre, on va dire la lettre réelle. Alors réelle, c'est voilà, la lettre qu'on veut, et Y, le nombre codant la lettre cryptée, d'accord. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a fait dans un sens? Comment on a trouvé Y? Bon, on a dit que Y, en fait, je vais utiliser les congruences. Y, on l'a obtenu en faisant 7x plus 6 modulo 26. D'accord? C'est ce qu'on a fait dans la feuille Excel. Simplement, on a écrit, on a traduit cette formule dans le langage Excel. Vous prenez x, donc on va le comparer, on va le mettre à côté. D'accord? Donc vous prenez un nombre ici qui devrait être dans la case là. Ce qu'on a fait tout à l'heure, vous le multipliez par 7, vous ajoutez 6 et vous regardez le reste, ça vous donne le nombre qui est en dessous. Sauf que nous, cette fois-ci, ce qu'on veut faire, c'est le contraire. Alors ça veut dire quoi, le contraire? C'est être capable d'exprimer x en fonction de y. Je sais pas comment il faut faire, mais on va essayer. Donc il faudrait x égale, alors comment on trouve x à partir de y, d'accord? C'est ça qu'on veut faire en fait. C'est un petit peu comme résoudre une équation. En gros, vous connaissez y, il faut trouver x. Vous connaissez la lettre cryptée, vous connaissez son code, alors ici c'est 13 pour la première, 6 et 20, et vous voulez retrouver le code réel, d'accord? Le code de la lettre réelle. Donc il faut pouvoir exprimer x en fonction de y. Alors comment on va faire? Ben c'est comme une équation en fait. Ok? On peut faire passer le 6 de l'autre côté. Donc vous allez écrire 7x égale y moins 6. C'est pas mal. Sauf que nous, c'est pas 7x qu'on veut, c'est x. Alors comment on va faire pour obtenir x tout court au lieu de 7x? Je vous écoute. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on va écrire ici? Donc je sais que 7x c'est y moins 6. Moi je veux x à partir de y. Évidemment on est obligé de travailler modulo 26, hein, on est dans les congruences. Comment on fait? Vous m'entendez ou pas? Très bien. Moi, ce que j'ai fait, c'est il faut trouver modulo 26, quelque chose qui arrive à 1x. Alors en fait, voilà, ce que tu dis c'est exactement ça. Il faut trouver l'inverse de 7 modulo 26. D'accord? C'est ce que propose Et Morel. du coup, si on trouve ça, on le multiplie de l'autre côté avec y moins Exactement. 6. Alors on va l'écrire, donc cherchons l'inverse de 7 modulo 26. D'accord? Alors, vous pouvez écrire la table, hein, c'est peut-être un peu fastidieux. D'ailleurs, je vous laisse chercher 5 minutes. Essayez de me trouver l'inverse modulo 26, comme ça, c'est pas moi qui le fais, j'ai pas envie de me fatiguer, pour être honnête. Et ça vous fait un peu réviser, alors au boulot. Quel est l'inverse de 7 modulo 26? Autrement dit, quel est le nombre qui, multiplié par 7, va être congru à 1 modulo 26? Bon, il faut chercher. Il faut écrire la table de 7, la table de 26, jusqu'à ce qu'on y arrive. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais après, je vous montrerai une méthode pour y arriver, un algorithme. Parce que là, on va chercher au pif, concrètement.
On va en chercher des multiples de 7, hein, allons-y. Allez, le premier qui trouve gagne un petit vin. Alors, 15 fois 7. Pétard, il est rapide, monsieur Bourrier. Alors, on va voir s'il a raison. Bravo à ceux qui ont déjà trouvé, moi j'aurais pas fait aussi vite. Hein. C'est bien, vous êtes jeune, vous calculez vite. Alors, 15 fois 7, ça fait 105. Et effectivement, c'est 26 fois 4, plus 1. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si je regarde modulo 26... Ah, vous avez fait avec Excel, hein, vous êtes malin. Mais bravo, bravo. La débrouillardise est une chose très importante dans la vie. Vous avez mobilisé Excel, c'est magnifique. Alors, si j'écris ça en congruent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 15 fois 7, c'est en fait congru à 1 modulo 26. D'accord? Bravo, bravo à ceux qui ont trouvé. Je ne sais pas si j'aurais trouvé aussi vite. Bon, je vais pas chercher, au moins comme ça, je risque pas de me tromper. Ça marche. Donc, alors, comment on va faire concrètement? Qu'est-ce qu'on va écrire ici? Donc, ça, c'est ce qu'on... Voilà, on a cherché l'inverse de 7, là, hop. Donc, c'est une petite étape dans le raisonnement dont on a eu besoin. Alors, je vais me remettre en plein écran, ce sera plus pratique. Je vais retrouver les marques. Voilà, ok. Donc, ça, c'est fait. Donc, je peux dire que x va être congru. Alors, qu'est-ce que je vais faire, en fait? Je vous rappelle, on était arrivé à cette ligne. Il faut se débarrasser du 7, bah, je vais tout multiplier par 15. Donc x va être congru à 15 fois y-6 modulo 26. Alors, évidemment, on peut un petit peu simplifier cette écriture, puisque 15 fois 6, ça fait 90, donc modulo 26, ça devrait nous faire du 12, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire x congru à 15y moins 12 modulo 26. D'accord, j'espère que j'ai pas fait d'erreur de calcul, je vérifie quand même. 15 fois 6, ça fait bien 90. 3 fois 26, 78. 1 à 90, ça fait bien 12. Ok. Voilà, donc ce que vous avez ici, en fait, on pourrait appeler ça la clé de déchiffrage. Alors s'il n'y a pas d'inverse, en fait, bah, tu peux pas déchiffrer. En fait, ton chiffrement est incorrect. Si un chiffrement existe et est correct, il y a un déchiffrement. Alors qu'est-ce que ça veut dire un chiffrement correct, en fait? Ça veut dire que à chaque lettre, tu vas attribuer évidemment forcément une lettre différente. Il n'y a pas deux lettres qui vont tomber sur la même chose. Alors il y a une partie de l'activité justement où on vous fait voir que si dans votre clé de chiffrement, à un moment vous avez un diviseur de 26, bah, il va y avoir un souci. D'accord? Donc normalement, si ta clé est correcte, tu peux l'inverser, c'est-à-dire trouver la clé qui marche dans l'autre sens. D'ailleurs, il y avait une erreur d'énoncé, je vous envoie un rectificatif, j'espère que vous l'avez tous eu. Donc merde, je crois que c'est Maël qui l'avait vu, si je dis pas de bêtises. Donc merci à lui. Alors maintenant, on va terminer quand même. J'ai trouvé la clé de déchiffrement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais appliquer ce qui est écrit ici. Je dois faire 15 fois ça, moins 12. Modulo 26. Donc ici, je vais écrire égal modulo. Donc 15 fois la case qui est ici, moins 12. Ah oui, j'ai oublié le diviseur. Modulo 26, on a dit. Voilà. Pardon, c'est ça que je dois copier. Maintenant, j'ai plus qu'à passer à nouveau en lettres. Donc, je vous rappelle comment on fait. Donc, il faut taper car, la case qui est ici, plus 65. Si je ne dis pas de bêtises. Et on retrouve bien B, A et C. Ça marche. On a réussi à décrypter. Donc, 7,6, c'est la clé de cryptage. D'accord? Et la clé de décryptage, c'est donc 15 et moins 12. Ok, vous avez vu comment on a fait? Donc le détail est ici. Hein. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Bon, si vous avez trouvé tout seul, magnifique. Le but, c'était encore une fois, c'était vraiment de vous faire réfléchir sur ça. D'autres questions sur le TP? C'est bon? Alors, essayez de le faire chez vous avec Excel. Hein. Oui, je vous mettrai une note, mais si vous l'avez rendu, je mettrai 5 points sur 5. Et si c'est bien fait, je mettrai une note sur 20 qui ne compte que si elle vous montre la moyenne. Voilà.
a pas de souci avec ça. Mais ce que je veux, en revanche, c'est que vous essayez vraiment de le faire avec Excel. Donc, je crois que c'est Mathieu qui m'a dit, ou je sais plus qui n'avait pas forcément utilisé Excel. Alors, essayez de le faire vraiment comme ça avec Excel. Hein. Voilà, c'est un peu l'intérêt du truc. Alors, je sais plus ce que j'ai mis pour le rendre. J'ai mis via Pronote, je me souviens plus, ou par mail. J'en sais rien. Je sais que Mathieu me l'a envoyé par mail, par exemple. Attendez, je regarde en Pronote ce que j'ai mis, je me souviens plus. Alors, Claire, voilà. Normalement, ce que je t'ai montré là, c'est pour un peu t'aider sur Excel. Donc, où est-ce que tu es perdu dans Excel? Donc, tu vois, on a utilisé des fonctions. Alors, je peux les écrire ici, si tu veux. Alors, je vais résumer les fonctions qu'on a utilisées. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'aide dans Excel. Hein. Transformer une lettre en chiffre. On va dire en nombre. On va parler correctement quand même. Donc, vous tapez code. Donc là, vous mettez la lettre, ou sa case si vous préférez. Et vous enlevez 65 pour avoir un nombre entre 0 et... Alors plus exactement, c'est pour une lettre majuscule en nombre entre 0 et 25. Ok. Voilà ce qu'il faut taper. Alors pourquoi 65? C'est pas lié à nous. C'est parce que Excel, si tu veux, dans sa base de données, en quelque sorte, dans ce qu'on appelle sa table ASCII, qui est une table où il y a la correspondance qu'il utilise lui entre les nombres et les lettres, ben, la lettre A commence à 65. Le numéro de A, c'est 65. Et donc le numéro de B, c'est 66, le numéro de B, de C, c'est 67, etc. Et nous, dans l'exercice, on veut que ça commence à 0, donc on enlève 65. D'accord? Alors, si on fait l'étape inverse, donc transformation inverse, je vais appeler ça comme ça ira plus vite. Transformation inverse, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la commande qui fait le contraire, c'est pas la commande code, c'est la commande char, comme caractère. Sauf que cette fois-ci, on va taper donc la case en question, mais il faut ajouter 65. D'accord? Puisqu'on a enlevé 65 tout à l'heure, donc pour retomber sur les bonnes lettres, on va faire l'opération inverse, si tu veux, il faut ajouter 65. Donc c'est ce que j'ai fait dans la feuille Excel, là, ce que tu peux voir ici. Donc ici, tu as le code de la case qui est en dessous, moins 65. Donc le code de n, c'est 13, en faisant ça. J'ai fait mon petit calcul avec le 15 et le 12 là, pour obtenir 1. Et ce 1, je dois à nouveau le transformer en lettres. Donc j'utilise comme formule caractère de la case B3, c'est celle-là, plus 65. Ça donne un B. Donc ça marche. Ok. Et enfin, pour trouver un reste, pour obtenir un reste, il faut que tu tapes modulo. Là, tu vas mettre le nombre qui t'intéresse, et là, tu vas mettre ton diviseur. D'accord? Donc, si on travaille modulo 26, à la place de diviseur, tu vas mettre 26. Ok? Bon, voilà, essaye de te dépatouiller, de faire ça avec Excel. Alors, ceux qui n'utilisent pas Excel, mais Calc, c'est-à-dire la version gratuite dans le monde OpenOffice, je crois que c'est exactement la même syntaxe, ce qui concerne le modulo, code et char. Mais vérifiez quand même. Hein. De toute façon, vous voyez, vous l'avez dans Calc aussi. Ici, là, vous voyez la souris. Vous avez une rubrique d'aide sur les fonctions. Donc si vous avez oublié un truc, vous ne savez plus quelle est la fonction, moi je m'en sers souvent. Hein. Autant vous dire que je ne les connais pas par cœur. Alors attends, je finis ça Clément et je te réponds. Donc ici, c'est un peu pareil dans OpenOffice, vous avez les fonctions qui sont classées par thème. Donc là on travaille sur des textes en fait, hein, et dans le texte, vous retrouvez char, vous retrouvez code, etc. Bon, il y a plein d'autres choses. Unicode, tiens, c'est un autre code aussi. Une autre façon de coder les lettres. Vous avez aussi, alors si vous faites des maths, donc vous avez un truc maths et trigo, et là-dedans vous allez trouver la fonction modulo. Bon, elle est ici. Et renvoie le reste, etc., etc. Si vous cliquez sur Aide sur cette fonction, normalement ça vous renvoie sur une page internet où on vous donne des exemples, des contre-exemples, donc ça peut être sympa aussi. Alors là je viens de cliquer, je vais vous montrer. Donc j'ai cliqué sur modulo, je tombe sur une page Microsoft, je suis désolé, je refais de la pub, mais où on vous explique à quoi ça sert, la syntaxe, la remarque, et on vous donne des exemples. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous débrouiller un peu tout seul aussi,
pour trouver de l'aide sur les fonctions qu'on peut utiliser dans un logiciel comme Excel. Et OpenOffice, c'est exactement le même principe. Voilà. Alors j'avais une autre question de Clément. Alors, c'était quoi sa question exactement? Excusez-moi. Dans la partie 3, quand vous dites il faut faire par le calcul, ça marche si on fait avec Excel. Alors attends, je sais pas de quoi tu parles en fait, donc je vais regarder. Dans la partie 3. Ok. Ok. Alors en fait, ce que je veux... Oui, on peut le... Si tu veux, on peut constater avec Excel que le principe qui est décrit là-dedans va fonctionner. Ce que je demande, c'est pouvait-on savoir à l'avance, peut-être par un calcul, s'il fonctionne. C'est un peu délicat comme question. Si tu l'as fait avec Excel, ça me convient. D'accord? Donc si tu veux le démontrer avec Excel, en fait, il faut le faire avec tout un alphabet. Donc tu pars de A, B, C, D, E jusqu'à Z, tu appliques une clé, enfin tu suis le processus et tu regardes si on obtient bien l'alphabet dans l'autre sens. C'est-à-dire si chaque lettre retourne à la bonne place. Ok? Mais ça peut se démontrer uniquement par le calcul, mais c'est un peu difficile. Peut-être je vous en parlerai. Alors, tu peux pas te contenter d'une lettre en fait, Clément. Bon, tu fais pour une lettre, tu vois que ça marche, ok. Mais est-ce qu'il y aurait des lettres pour lesquelles ça marcherait pas? Bon, c'est pas forcément à l'avance. Donc en fait, tu es obligé de le faire pour toutes les lettres. A, B, C, D, E, etc. jusqu'à Z. Donc c'est pour ça que je te dis de faire, c'est un peu comme un alphabet comme voilà, une table de traduction en fait. Donc tu pars de A, B, C, D, E, 1 jusqu'à Z, et tu appliques le procédé. Donc tu peux faire ça en colonne si tu veux. Et où tu suis le cryptage et tu regardes si à l'autre bout on retrouve bien tout l'alphabet de H jusqu'à Z. D'accord? Et ça peut se démontrer sans faire ça en fait, par des calculs. Bon, c'est peut-être un peu compliqué quand même. Mais en cas, je vous montrerai. Ok? Donc ce que tu as fait, c'est très bien, c'est la bonne idée, mais il ne faut pas te contenter d'une lettre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, la partie 4 est pas très difficile, hein, sauf peut-être la toute dernière question, vous pouvez regarder comment ça marche. Même si vous bloquez sur une partie, n'hésitez pas à avancer. J'ai fait pas avec la lettre X, mais avec une inconnue X. Ah bah si t'as fait ça, c'est que t'as fait par le calcul alors, c'est très bien. Parce que ce que je comprends pas, c'est avec Excel, comment tu manipules une inconnue, quoi. C'est ça que j'ai pas bien compris. Bon, écoute, t'as réfléchi, t'as fait quelque chose, tu me montreras. Hein. Ça a l'air pas mal, et puis je te dirai ce que j'en pense. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le TP? Oui. Bah, il faut un peu réfléchir. Alors, qu'est-ce que l'analyse fréquentielle? Je vais peut-être en toucher deux mots. Tu l'utilises pour la deuxième partie, hein, casser un chiffrement affine. Ici, voilà, on a intercepté un message, en fait. Voilà. Et on ne connaît pas la clé. Alors, comment on peut le décoder? Alors, en fait, l'idée, c'est de dire, ben, toutes ces lettres-là, il y a des lettres qui apparaissent deux fois, il y a des lettres qui apparaissent beaucoup. C'est ce qu'on appelle le décryptage par analyse fréquentielle. On sait qu'en français, les lettres qui vont le plus apparaître dans un texte donné, ben, ça va être le E. Peut-être après, il y aura le A, je sais pas, ou le S va pas tarder à arriver. Donc si on voit une lettre qui apparaît très 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 souvent dans le message crypté, on peut se dire qu'en fait, elle a remplacé le E. C'est une hypothèse, hein, d'accord? Donc il faut chercher sur Internet quelle est la fréquence d'apparition des lettres, essayer de regarder celles qui apparaissent le plus souvent, faire des hypothèses, c'est-à-dire dire bah, telle lettre est devenue telle autre lettre. Et à partir de là, en sachant que c'est un chiffrement affine, hein, c'est déjà une information importante, essayer de trouver ce qui s'est passé. D'accord? Donc on vous donne deux indications. Soit vous regardez la fréquence moyenne d'apparition des lettres, ce qu'on appelle l'analyse fréquentielle, et vous dites, bah tiens, là par exemple, je vois beaucoup de, je sais pas, de quelle lettre, je vois beaucoup de X. Oui, il y a plein de X, alors peut-être le X c'est le E en fait. Alors oui, vous allez trouver des sites sur internet qui le font, mais je veux vraiment que vous le fassiez vous-même. Donc première méthode. Deuxième méthode, on va essayer de repérer les doubles consonnes, comme on dit par ici. Alors ça veut dire quoi? Ben, en français, on répète souvent des consonnes, hein, dans le mot consonne justement. Mais enfin, il n'y a pas que, chiffrement, il y a double F, etc. Parfois on a des double L, and so on. Donc ici, vous avez repéré si vous avez des lettres qui sont doublées.
Bon, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette indication, parce que c'est pas si terrible. Bon, enfin bon, bref, ce sont des façons de crypter des messages aussi. Donc, merci Monsieur Grandjean. Il y a des sites sur Internet qui vous le font les doigts dans le nez. C'est pas mal. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur le TP? Si, on peut y arriver. J'ai des élèves chaque année, j'ai des élèves qui réussissent à décrypter. Alors, ils se creusent un peu la tête, hein, mais ils y arrivent. Ah bah je vous ai pas. Il peut y avoir des questions un peu genre défi quoi. Bon Claire, tu fais ce que tu peux, ce que t'as compris, c'est pas très grave. C'est voilà. On le reprendra en classe. Vous avez un ordi. Monsieur, Oui. moi j'ai juste une. En fait, j'ai fait avec le site, mais après, à partir du site, j'ai essayé de trouver un calcul pour trouver ça, en fait. Ouais. Et Et du alors? coup, ça marche. Bah, du coup, après, ça marche, mais du coup, en fait, on connaît la réponse, mais c'est pour aider à faire le calcul. Enfin, moi, c'est comme ça que Voilà. j'ai fait. Tu veux dire qu'une fois que t'as la réponse, tu sais expliquer pourquoi ça marche. Voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Oui, bon, c'est un peu limité, mais bon. La question effectivement, c'est comment on trouve la réponse. Hein. Ouais, ça. Ok. Comment on détermine la fonction de décodage. Alors on sait quand même que c'est un chiffrement affine. Ok. Donc ça doit te mettre un petit peu sur la voie. C'est-à-dire, en fait, tu fais des hypothèses. Tu dis, bah, telle lettre, je suppose que c'est un E. Et du coup, ça doit te donner des indications sur la clé de chiffrement. Un peu comme une équation, en fait. En fait, on va essayer de poser un espèce de système et on va trouver la clé de chiffrement. Attention, c'est plus difficile avec le chiffrement de Vignière. Hein. C'est beaucoup plus difficile. Donc le code qu'on vous demande de casser là dans la deuxième partie, ça se fait, c'est pas trop difficile. Celui de la quatrième partie est beaucoup plus dur, hein, parce qu'il y a plus de possibilités. Enfin voilà, faut être très astucieux. Mais chaque année, j'ai des, bon, je le fais en classe en fait d'habitude. Hein. Mais une fois que j'ai un peu aidé les élèves, ils y arrivent quoi. Mais essayez, hein, d'accord. Imaginez, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le code Enigma. Si vous arrivez à le décrypter, vous mettez fin à la guerre instantanément. Ce que je raconte, c'est une histoire vraie. Hein. Donc, serez-vous capable de relever le défi? Voilà. Alors, Fatima me demande mon mail. Je te le réécris. Si j'arrive. De façon générale, si vous avez des questions sur vos DM, vous pouvez me les envoyer aussi, hein, sur Pronote. Ou... Si je vois vos messages, j'y réponds. Ok. Voilà. D'autres questions sur le TP, ça va? C'est bon? On enchaîne? Ok. Alors, déjà, j'ai oublié de vous en parler, mais donc je vais vous garder pour l'instant cette semaine et la semaine prochaine. D'accord? Après, on verra avec Madame Château si on bascule les groupes ou pas. Donc, je finis le chapitre que je suis en train de faire. Elle finit le chapitre qu'elle est en train de faire à ses élèves, qui n'est pas le même. Et peut-être qu'ensuite on permutera. Enfin, je vous en dirai plus un peu plus tard, mais pour l'instant, vous êtes encore avec moi cette semaine et la semaine prochaine. Donc, voilà, on va terminer ce qu'on est en train de faire. Donc, tout ce qui est arithmétique, congruence, et si ça vous plaît le chiffrement, vous me direz. On essaiera de faire, d'étudier le système de chiffrement qui est réellement utilisé de nos jours, qui est le système RSA, qui est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà. Enfin, c'est pas non plus infaisable, hein. C'est largement à votre portée. Ok. En attendant, si vous n'avez pas de questions, on va retourner un petit peu sur les derniers théorèmes qu'on avait vus dans le cours. Et peut-être les exercices qu'on avait déjà un peu fait en classe. Est-ce que vous avez regardé les exercices qu'on a fait avant les vacances? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc c'est des exercices que j'ai fait avec ceux qui étaient là, mais on a laissé le corriger. Donc il y avait le 15 et que vous avez trouvé un peu difficile. Et le 19. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé ces exercices et qui ont des questions? Merci de vous signaler. Et si vous avez des questions, ben allez-y quoi. Alors GN, je sais pas ce que ça veut dire.
J'ai pas de questions. Alors peut-être on va faire un petit sondage. Qui a regardé les exercices? Parce que si ça se trouve, personne les a regardés. J'aime bien me faire du mal comme ça. Allez, un petit sondage. Qui a repris les 2 exercices du livre? Petit sondage, vous répondez s'il vous plaît. Si vous n'avez pas vu, c'est pas grave. Hein, je vois un petit peu qui les a bossés dans la classe. Donc j'essaie de un petit peu m'adapter. Ok. Bon, il n'y en a que 3 qui les ont repris sur les 15 présents. Ok. Alors ce qu'on va faire, je ne vais pas vous les reprendre, vous les avez sous les yeux. Ce que je vais vous demander, en revanche, bon, Claire les avait déjà fait, c'est de les regarder pour la prochaine fois. Ok. Et vous dire, est-ce que je suis capable de les refaire? Ça marche? Donc c'est votre boulot, vous me mettez ça à faire pour on se voit quand? Alors oui, je vous ai mis une séance demain, vous avez vu? Demain, je sais plus à quelle heure, à 16h30 je crois. Parce qu'il y a une fois où j'avais été absent fin mars, et c'est pour rattraper cette séance en fait. Donc demain, vous avez rendez-vous avec moi à 16h30 je crois. Et en théorie, vous n'avez pas de cours à cette heure-là. J'ai regardé vos emplois du temps à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Personnellement, je vais pas être là pour les prochains cours puisque j'ai natation mercredi et vendredi après-midi, j'ai le concours Polytech. Oui, bah écoute, je mettrai les vidéos en ligne, t'inquiète pas, et puis voilà, si tu en rates un ou deux, c'est pas un souci. Ok? Allô, allô? C'est bon? Ok. Monsieur Grandjean, vous avez piscine aussi le mercredi, vous? Bon, parce que Mademoiselle Kovacs, elle sait pas nager, donc il faut qu'elle apprenne à nager le mercredi après-midi. Mais vous, quand même. Bon, ok. Il n'y a pas de souci, hein, je sais que ce sont des semaines compliquées, etc. Voilà, chacun fait ce qu'il peut, et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est dans votre intérêt, hein, c'est pour préparer à l'année prochaine. Et puis ceux qui passent le concours, donc bonne chance, hein, j'espère que vous allez réussir. Ah, c'est pour un concours militaire, la natation, d'accord. Et oui, il y a des épreuves sportives. Ok, donc tu as besoin de t'entraîner. Moi, j'avais passé une épreuve de natation pour un concours militaire. J'ai été pathétique. Donc, un jour, je vous raconterai, c'est assez marrant. Donc, je vous jetterai pas la pierre dans la piscine. Ok, allez, on avance un petit peu. Je vais d'abord, avant de reparler, oui, oui, vous allez bien vous marrer, vous allez bien vous foutre de moi. Ok, on va regarder d'abord un petit peu le cours, notamment les derniers théorèmes qui ont été vus, d'accord, et les applications. On va faire un petit retour en arrière, je pense que c'est pas du luxe. Vous me direz ce que vous en pensez. D'abord, on va revenir sur le lemme de Gauss, hein, qu'on avait. Alors, attendez, on revient un petit peu en arrière. Là. Je sais plus où c'est d'ailleurs. C'est par là. Ouais, on avait vu des applications. D'ailleurs, je ne sais pas si j'avais tout corrigé. Tiens, on va y revenir. Voilà, le lemme de Gauss. Alors, on s'est surtout focalisé sur le premier énoncé. En fait, on peut énoncer ça un petit peu de 3 façons différentes, qui sont à peu près équivalentes, qui sont équivalentes entre elles. Alors, c'est un résultat que vous utilisez souvent intuitivement. Donc, que dit le lemme de Gauss? Donc, vous avez 3 entiers. Bon, on les prend en différentes zéros parce que dès qu'on a des relations de divisibilité, on ne s'embête pas à savoir si on divise par 0, ce qui est interdit évidemment. Donc, on prend 3 nombres non nuls. Alors, peut-être on pourrait admettre que A ou B soit nul, mais enfin, peu importe. Allez, prenons 3 nombres non nuls. Les cas où il y a un nombre nul, ils sont soit impossibles, soit triviaux, c'est-à-dire soit évidents. Que dit l'énoncé? Si vous avez un nombre qui divise le produit de deux autres, si n divise AB, et si n est premier avec A, alors forcément, il divise B. Alors, est-ce que je reviens un petit peu sur la notion de nombre premier entre eux? Ou est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Parce que j'aimerais... Peut-être pas sûr que ce soit très frais dans vos mémoires, ça. Qu'est-ce que ça veut dire que n est premier avec A? Vous vous souvenez de l'idée un petit peu? Est-ce qu'il y en a qui veulent que je revienne là-dessus? Ouais, je pense que, bon, on va repartir encore plus en amont. Alors, je vais le faire assez rapidement. Vous vous souvenez qu'on peut décomposer un nombre. Voilà, pour très bien mademoiselle... très bien ceux qui interviennent. Hein.
Donc, qu'est-ce que c'est que des nombres premiers entre eux? Il y a deux façons de voir les choses. Alors, première façon, ils n'ont aucun diviseur commun. C'est-à-dire que si vous avez un nombre qui divise n, il ne va pas diviser a, et inversement, à part 1, évidemment. Deuxième façon de voir les choses, qui est un peu plus élaborée et qui nous permet de mieux appréhender le lemme de Gauss, c'est ce que proposait Claire. C'est-à-dire que lorsque vous allez décomposer vos nombres en produits de facteurs premiers, vous vous souvenez que tout nombre peut se décomposer en produits de facteurs premiers. En fait, quand n et a sont premiers entre eux, ça signifie que les facteurs qui interviennent dans la décomposition de l'un ne sont pas du tout ceux qui interviennent dans la décomposition de l'autre. Pour faire simple, si n, ça s'écrit 2 fois 7, et ben dans A, vous n'aurez pas de 2, vous n'aurez pas de 7. Alors, je sais pas, 3 fois 11, fois un petit peu ce que vous voulez. D'accord? En fait, ça veut dire qu'ils n'ont rien en commun. Ces nombres n et a n'ont aucun facteur premier commun. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Ben, si n divise AB, ça veut dire que lorsque vous formez le produit AB, vous allez retrouver des facteurs premiers, et ben n, forcément, il en contient certains, puisqu'il va diviser AB. Plus précisément, tous les facteurs premiers qui rentrent dans n, on va forcément les retrouver dans AB, et même à une puissance supérieure ou égale. Ça va pour tout le monde, ça? Donc ça, c'est le principe n divise AB. Mais si les facteurs de n ne sont pas dans A, vu qu'ils sont dans le produit AB, ben ça veut dire qu'ils sont forcément dans B. Est-ce que ça vous paraît clair, énoncé comme ça? On avait vu des exemples en classe. Ça va pour tout le monde, ça? N'hésitez pas à m'interrompre, si c'est bof. Ouais, monsieur Grandjean, ça va? Vous avez pigé? Monsieur Estradé aussi? Donc voilà, donc l'idée, il faut vraiment raisonner en je décompose mes nombres, il y a des choses qui sont en commun. Les facteurs de n, s'ils sont pas dans A, ils sont forcément dans B. Pourquoi? Parce qu'on les retrouve dans le produit AB. Donc s'ils sont pas d'un côté, ils sont de l'autre. Il n'y a pas le choix. Ok pour tout le monde? Ça, c'est ce qu'on appelle le lemme de Gauss. Alors concrètement, vous voyez, quand j'écris, on avait fait déjà quelques exemples, là, ça c'est des choses qu'on avait vues en classe. Lorsque 15, on sait que 15 divise 90 fois 28, mais comme il n'y a rien de commun entre 15 et 28, ça veut dire que 15 divise 90. Autre façon de voir les choses, toutes les briques, tous les composants du 15, vu qu'ils ne sont pas dans le 28, ils sont forcément dans le 90. Ok? Alors on avait vu d'autres petites applications que je vous avais fait faire en classe. Notamment, on s'était acharné à démontrer ça, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si 4 divise 15 fois A, alors 4 forcément divise A. Oui, c'est le lemme de Gauss. 4 n'a aucun rapport avec 15, donc si je sais que 4 divise 15 fois A, ça veut dire que 4 divise A. Autrement dit, c'est A qui contient les nombres premiers qui décomposent le 4. En l'occurrence, c'est 2 fois 2. Ok? Et on avait donné plein de preuves. Alors, on avait dit le lemme de Gauss, première preuve. Deuxième méthode, on avait essayé de trouver un inverse, l'inverse de 15. Et donc, si 15A était congru à 0, on avait vu que forcément A était congru à 0. D'accord? On avait fait ça en exhibant des combinaisons linéaires. Donc, on avait vu 3 méthodes. Et je vous avais demandé aussi de le faire à la maison. Montrer que si 7 divise 5A, alors 7 divise A. Je vous invite à reprendre ces exemples qu'on a déjà fait. On a déjà passé du temps là-dessus, je ne vais pas le refaire. Mais n'hésitez pas à le reprendre chez vous, pour bien vous remettre ça en tête. Ça marche? Une fois qu'on a ce lemme de Gauss, on a vu aussi une première application, on l'a vu en classe aussi, qui nous permet de résoudre des équations diophantiennes. Alors c'est quoi une équation diophantienne? C'est rappelé dans le cours. Alors c'est une équation, donc il y a des inconnus, x, y, enfin ce que vous voulez, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Souvent c'est des équations algébriques, c'est-à-dire il y a un égal. Bon. Il peut y avoir des puissances aussi dans les équations diophantiennes. Et en fait, on veut résoudre ces équations, mais on restreint les inconnus au nombre entier, positif ou négatif. En fait, on cherche les solutions qui sont des nombres entiers. C'est un domaine important des mathématiques, sur lequel on a trouvé des tas d'applications. Alors il y a le cryptage, mais il y en a plein d'autres. D'ailleurs, il y a une conférence, il faut que je vous envoie le lien, d'un prof de maths très célèbre qui s'appelle Monsieur Daniel Perrin, qui est un algébriste, donc qui a beaucoup travaillé sur ça, qui explique que quand il a commencé sa carrière, donc il est à un certain âge, il a 70 ans ce monsieur, tout ce qu'il faisait en arithmétique, c'est ce qu'on est en train de voir ensemble, évidemment il faisait des choses beaucoup plus compliquées, ça n'avait pas d'application immédiate. En tout cas, on avait l'impression qu'on travaillait entre guillemets pour la beauté du geste, quoi.
on inventait des choses, on se demandait bien à quoi ça pouvait servir. Il a cette expression qui est assez jolie, il dit on travaillait pour l'honneur de l'esprit humain. C'est-à-dire, voilà, l'esprit humain se développe dans toutes les dimensions possibles et imaginables. Et bien il se trouve que des années plus tard, on a trouvé des applications à tout ça. Et ce principe, en fait, d'avoir des mathématiciens planqués dans un laboratoire qui réfléchissent à des choses qui paraissent abstraites ou improbables ou inutiles, en fait, on s'aperçoit que à chaque fois, on trouve un jour ou l'autre un intérêt à ce qu'ils ont étudié. C'est-à-dire que quelque part, dans un recoin de l'univers, il y a un moment, un endroit où on va pouvoir réinvestir ce qu'ils ont découvert. Alors, ça, c'est un truc absolument phénoménal, ça marche tout le temps en maths. Je vous laisse méditer là-dessus, mais les équations de Diophantine, donc typiquement, c'est un problème totalement abstrait. On voit pas très bien à quoi ça sert pour qu'on cherche des solutions qui sont des nombres entiers. Et je peux vous assurer qu'il y a des tas d'applications dans des domaines improbables aux techniques de résolution de ces équations. D'accord? Voilà. Il y a une équation diophantienne qui est très très célèbre, donc vous en avez peut-être entendu parler, c'est le théorème de Fermat. Le grand théorème de Fermat. Quelqu'un a entendu parler de ça? Je vous fais une petite parenthèse historico-culturelle. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du grand théorème de Fermat? Vous savez ce que c'est, mademoiselle Kovacs? Ou monsieur Bounif, comme vous voulez? Qu'est-ce que c'est que le grand théorème de Fermat? De nom, mais pas plus, d'accord? Et il y en a qui en savent un peu plus ou pas? Alors, je vous le rajoute dans le cours. Une équation célèbre. Le grand théorème de Fermat. Personne? Bon. Vous avez déjà entendu parler du théorème de Pythagore, j'imagine. Ok? Donc, vous savez qu'en gros, on dit que si on ajoute... je sais pas si je crois pas que je vous en ai parlé cette année du grand théorème de Fermat. Si vous ajoutez... Ah, Mathieu, il connaît, super. Donc, je vous écris le théorème de Pythagore, d'accord? X2 plus Y2 égale Z2. Ça veut dire quoi? Dans un triangle, si vous voulez calculer l'hypoténuse, alors apparemment je l'ai appelé Z, hein, le carré de l'hypoténuse, il suffit d'ajouter les carrés des deux autres côtés. Et ça vous donne le carré de l'hypoténuse. Hein, vous avez vu ça, si X, Y, Z sont les côtés d'un triangle rectangle, on sait que cette relation fonctionne. Si je cherche maintenant des nombres entiers qui vérifient ça, donc je cherche des valeurs X, Y, des valeurs entières pour X, Y, Z. Existe-t-il des valeurs entières pour X, Y et Z? Autrement dit, est-ce que je peux trouver des triangles rectangles dont les dimensions sont que des nombres entiers? Vous en avez déjà vu de ça? Des triangles rectangles dont les dimensions sont que des nombres entiers? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de racine carrée, ou en tout cas, elle se simplifie et on retombe sur des nombres entiers. Vous en connaissez? Personne? Ou sans rien. Vous avez jamais fait ça au collège, le théorème de Pythagore? Non, personne? Ben, la réponse est oui. Alors évidemment, il y a une réponse qui est évidente. Bon, vous avez 0, 0, 0, ça marche. Ça, c'est un triangle qui n'est pas très intéressant, 0, 0, 0. Un triangle dont les trois côtés ont pour longueur 0, c'est un point en fait. Donc bon, ça va marcher. Ouais. 0 au carré plus 0 au carré, ça fait 0 au carré. Bon, mais c'est pas très intéressant. Non, il y a des vrais triangles pour lesquels ça marche. Alors, je vous donne un exemple. On peut prendre x, y, z égale... Non, c'est pas le seul exemple, hein, il y en a plein. X, y, z égale 3, 4 et 5. Vous avez jamais vu ça? Prenez un triangle rectangle, vous avez les deux côtés qui ne sont pas l'hypoténuse. Il y en a un qui fait 3, il y en a un qui fait 4, l'hypoténuse elle fait forcément 5. Vous l'avez déjà fait ou pas ça? Ça vous dit quelque chose? Vous n'avez jamais calculé ça? Oui, alors en fait, regardez, ça marche. Hein, alors en effet, si vous faites 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16, ça fait 25. Et 25, c'est bien 5 au carré. Ça fonctionne. D'accord? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? En connaissez-vous d'autres? Personne en connaît d'autres?
Alors en fait, il y en a d'autres. Hein. Alors de mémoire, hein, parce que vous avez aussi... alors il y a d'autres possibilités. Donc si on va prendre, alors 12 au carré, ça fait 144, plus 5 au carré, 144 plus 25, ça fait 169. Ça va faire la même chose que 13 au carré. Oui, bon, c'est un truc que je connais de mémoire. Alors, évidemment, si tu veux, Fatima, t'as raison, 6, 8, 10, ça marche. Entre guillemets, c'est un peu de la triche. Pourquoi je dis que c'est de la triche, 6, 8, 10? Tu as raison, hein, ça marche. Bah, parce qu'en fait, voilà, tu as pris le même triangle que le mien, hein, si tu prends 3, 4, 5, et simplement tu l'as dilaté, c'est-à-dire tu as multiplié les côtés par un coefficient. Alors on peut prendre 30, 40, 50, ça marche aussi, d'accord? Donc là en fait je cherche des triangles qui sont un petit peu différents. Alors Victoria propose 4, 7, 7. Alors 4, 7, 7, c'est pas possible pour un triangle rectangle. Pourquoi c'est pas possible? Ça peut pas marcher le théorème de Pythagore avec 4, 7, 7. Enfin je sais pas si c'est 4, 7, 7, peut-être que ça fait une erreur de frappe. Mais il y a toujours un côté qui est plus grand que les deux autres. C'est l'hypoténuse. D'accord? Bon, alors en fait, il y en a d'autres, hein. Alors je les connais pas par cœur, vous pouvez chercher sur internet, ça se trouve assez facilement. Donc triangle rectangle à dimension entière, bon, on va le faire si vous voulez. Je ne sais pas par cœur. Quand j'étais prof au collège, j'en connaissais beaucoup plus, hein, parce que je passais mon temps à faire des petits calculs comme ça. Alors on va taper triangle rectangle à, à longueur entière. Voilà. À longueur entière. On va en trouver. Alors, vous voyez, vous en avez plein. Là, triangle rectangle en nombre entier. Alors 3, 4, 5, c'est celui que je vous ai donné. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah non, c'est autre chose, ça, pardon. Je comprends rien à ce tableau, vous comprenez? PC, AC... où est-ce qu'on les lit, les dimensions, en fait? Oui, 3, 4, 5, elles sont là. 17, 15 et 8. Alors c'est marrant, il n'y a pas le mien. Enfin bon, ils en ont donné d'autres. Bon, c'est pas terrible, on comprend rien. Si je comprends pas tout de suite, c'est peut-être que je suis pas en forme, mais c'est que c'est mal fait surtout. Un rectangle entier. Alors là, il y a une méthode carrément pour tous les trouver. Alors tiens, c'est un truc que j'ai jamais fait faire en ZLS. Moi, j'en voudrais juste quelques-uns. Oui, ça a l'air compliqué. 3, 4, 5, 5, 12, 13, vous voyez, c'est celui que je vous ai donné. Après, il y a 15, 8, 17 et 7, 24, 25. Bon, vous voyez, il y en a d'autres. Alors, on appelle ça des triplés pythagoriciens, c'est-à-dire trois nombres entiers qui vérifient le théorème de Pythagore. Ok, donc là, vous avez un petit tableau qui vous en donne quelques-uns. Vous les avez ici, les triplés pythagoriciens, c'est les trois dernières colonnes. Ok, U et V, en fait, c'est des intermédiaires de calcul. Donc c'est la page d'une prof de la fac IREM de Lyon. Donc voilà, c'est une fac qui travaille sur l'enseignement des mathématiques. Ok. Donc effectivement, donc alors attendez, on va relever on va mettre un troisième, ça fait bien. Alors 8, 15, 17. Allez, on va voir. Alors on va vérifier que ça marche. Donc 8 au carré, plus 15 au carré. Bon, on va calculer de tête, ça devient un peu compliqué, mais on va essayer. 15 au carré, ça fait 225. 64 et 225, ça fait 289. Et 289, c'est bien le carré de 17. D'accord? Alors, on appelle ces triplés des triplés pythagoriciens. Encore une fois, pythagoriciens. Parce qu'ils vérifient le théorème de Pythagore. Pythagoricien. Ok? Bon voilà, il y en a plein. Il y en a probablement une infinité. J'aurais pu regarder d'ailleurs. Je devrais savoir ça, c'est pas bien. Faites voir. Les premiers, c'est 6 2 entre les deux parité différentes entre bon, il y en a une infinité, je pense, et ça doit se démontrer facilement. Ah non, je sais pas si c'est écrit d'ailleurs. Question intéressante de savoir si on a une infinité. Je sais pas si c'est écrit, tiens d'ailleurs, dans son truc. Oui, il y en a probablement une infinité. Bon. Mais c'est pas écrit formellement, hein. Oui, il y en aura une infinité. Ok, c'est assez intuitif. Alors, le théorème de Fermat, qu'est-ce qu'il dit?
on va généraliser ça. Donc on quitte le théorème de Pythagore, généralisation. On va prendre un nombre n qui est strict plus grand que 3. D'accord? Donc existe-t-il des solutions entières? Des solutions entières, donc x, y, z doivent être entiers, à l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n. D'accord? Donc est-ce que c'est possible de trouver des nombres entiers? Alors évidemment, il y a toujours 0, 0, à l'exception du triplet, qui lui marche à tous les coups. 0, 0, 0. Alors Fermat, qui est en fait un mathématicien français un peu touche à tout. Ah, ça a sauté. Je pense que vous n'avez plus mon écran là, non? Vous confirmez? Alors attendez, je vais relancer, vous allez me dire si ça marche. Voilà, je le rebalance, dans quelques secondes ça doit arriver. C'est un bug hein, du CNED. Voilà. Alors moi, ça apparaît à nouveau dans la fenêtre Blackboard. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Tout le monde là? Alors ça me l'a fait hier avec une autre classe, ça. Est-ce que tout le monde arrive à le voir? Bon, vous avez à nouveau l'écran. Ok. Alors, que dit le théorème de Fermat? Fermat nous dit, ben, j'ai testé, moi je pense que c'est pas possible. Donc c'est ça le grand théorème de Fermat. Grand théorème de Fermat. Il n'y a pas de solution à cette équation. Alors pourquoi grand? Parce qu'il y a un petit théorème, que je vais vous faire d'ailleurs si j'ai le temps. Il n'y a pas de solution à cette équation. D'accord? Vous cherchez des nombres entiers, vous n'en trouverez pas. Ah non, justement, il n'y a pas de solution à cette équation diophantienne. D'accord? Nous, ce qu'on a fait, si tu veux, c'est pour le cas n égale 2, clair. Mais le théorème de Fermat, j'insiste là-dessus, c'est à partir de 3. Si tu cherches à résoudre x cube plus y cube égale z cube, tu vas pas trouver de nombre. D'accord? Alors, je crois évidemment qu'il faut se limiter au nombre entier naturel. Hein. Si on prend des négatifs, ça doit marcher. Ok? Alors, avec des négatifs, ça marche. Hein. Vous avez moins 1 au cube plus 1 au cube qui fait 0 au cube. Donc, évidemment, il faut prendre des nombres positifs. Donc, il n'y a pas de solution à cette équation diophantienne. Alors, Fermat s'en est rendu compte. Alors, est-ce qu'il a fait des essais? J'en sais rien. Et puis, il a dit, il a écrit à un collègue, je ne sais plus lequel, est-ce que c'était Mersenne enfin... Il lui a dit, j'ai une super démonstration, mais je peux pas te la mettre dans la lettre, ça rentre pas, je t'en ferai part une autre fois. Et bien, on n'a jamais retrouvé cette lettre. Et mieux que ça, on n'a jamais retrouvé la démonstration. Donc, depuis Fermat, les mathématiciens ont cherché la preuve de cette affirmation. Il n'y a pas de solution. Alors, ils ont réussi à le démontrer dans des cas particuliers. Pour n égale 3, on a réussi à le démontrer. Pour des puissances qui sont de tel type, etc. Mais on n'avait jamais de démonstration générale. En tout cas, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et j'étais... voilà, bon, ben, je radote, mais peut-être j'en ai parlé en euro-allemand. Je sais plus. Et donc, j'étais étudiant, hein, c'était en 1995 ou 96, je sais plus. Lorsque, je crois que j'étais en cours d'ailleurs, il y a un prof qui est rentré en disant ça y est, on a trouvé la démonstration du grand théorème de Fermat. D'accord? Alors c'est un anglais, d'ailleurs c'est assez rare parce qu'il a quasiment travaillé tout seul. Bon, il a été influencé par quelques travaux, mais c'est un exemple assez singulier de chercheur qui a trouvé vraiment tout seul ou presque la démonstration du grand théorème de Fermat. Alors c'est extrêmement compliqué, hein, ça n'a rien à voir avec de l'arithmétique. C'est même absolument hallucinant, c'est des années de travail, la démonstration fait plusieurs centaines de pages, et que quelques personnes au monde qui sont capables de la comprendre et de la vérifier. Ce qui pose d'ailleurs une question sur finalement le degré de vérité des mathématiques.
si on n'est pas assez nombreux pour pouvoir affirmer qu'un truc est juste, est-ce qu'il est vraiment juste. Voilà. Bon, il a mis plusieurs étapes, il pensait avoir réussi à le prouver, puis il y avait une erreur, il est revenu dessus, enfin bon, bref. On admet aujourd'hui que ce théorème est effectivement démontré, mais c'est extrêmement compliqué. D'accord ? Alors sachez qu'il y a des... Ce qui est bien en arithmétique, c'est que vous avez des théorèmes très simples, souvent, d'un énoncé qui tient en 2 lignes, et qui sont irrésolus, voire insolubles, hein. Pour certains on ne sait pas trop. Je peux vous en montrer un autre exemple, si vous voulez, dont je ne vous ai pas parlé peut-être. Et est-ce que vous connaissez la suite de Syracuse? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la suite de Syracuse? Alors, c'est un autre grand exemple célèbre de problème qu'on n'a pas réussi à résoudre, et dont l'énoncé est compréhensible par un élève de CE1 ou de CE2, je sais pas, même peut-être CE1, ça marche. Ok. Alors, autre exemple de problème à résoudre. Hein. Alors, celui-là a été... donc, ça a été démontré en 1996. Démontré en 1996 par, je crois qu'il s'appelle Andrew Wiles, ou un truc comme ça. Bon, peut-être, j'estropie son nom, mais... alors, vous avez un autre exemple de problème non résolu. C'est de l'arithmétique aussi, non résolu. Donc on prend, alors vous allez voir, c'est tout bête. On prend un nombre x, nombre entier, hein, nombre entier. Ok. Alors s'il est impair, pardon, s'il est pair, on le divise par 2. S'il est impair, on le multiplie par 3. Et on ajoute 1. On peut pas faire plus simple, hein. Alors, on va prendre un exemple. Donc ça s'appelle la suite de Syracuse. Ça a un autre nom aussi, je sais plus lequel. Syracuse. Alors pourquoi Syracuse? Parce que il y a une conférence pour la première fois dans la ville de Syracuse, qui est une ville américaine, où on a exposé ce problème. Enfin bon, bref. Alors je vais vous en prendre un exemple. Si vous démarrez avec x égale, allez, on va prendre 31. Je prends ça au hasard. Ok, donc je vais appliquer ce procédé. Alors je le multiplie par 3 et j'ajoute 1. Qu'est-ce que ça va donner? Je vous écoute. Je multiplie par 3 et j'ajoute 1. On va voir si vous êtes fort en calcul. 94. Quel talent. Alors, flèche. Donc là, la flèche, ça veut dire que j'applique le procédé de calcul. Ensuite, 94, c'est pair. Donc je le divise par 2, ça fait 47. Je continue. 47, c'est impair. Donc je vais le multiplier par 3 et je vais ajouter 1. Combien ça va faire? Donc 47 fois 3 plus 1, ça fait 142. C'est pair, je divise par 2. 71. Je continue. Je multiplie par 3, j'ajoute 1. Bon. Alors, ça fait 223 plus 1, ça fait 224. C'est pair, je divise par 2, ça fait 112. C'est pair, je divise par 2, ça fait 56. C'est pair, je divise par 2, ça fait 28. Ah, je me suis trompé. Oula, attends pour moi. Oui, ça fait 214, je recommence. Oula. 107. Alors du coup, tout ce que j'écris après, c'est faux. Alors, je multiplie par 3, donc essayez de vérifier les calculs en même temps que moi, hein, je vais faire d'autres bugs. 107 fois 3, 321, plus 1, 322, je divise par 2. Merci de vérifier. Ça devrait faire 161. Je continue. Je multiplie par 3, j'ajoute 1. 483 plus 1, 484. Merci, monsieur Grandjean. Je continue. 242. Je continue. 121. Je continue. Donc 363 plus 1, 364. Je continue. Je pense que j'ai bien fait de démarrer par 31. C'était une très bonne idée. Je dis ça en plaisantant, évidemment. Je multiplie par 3.
Donc, qu'est-ce que ça va donner? Alors, 900 093. Ah oui, j'ai oublié de diviser par 2, oulala, ça va plus. 182, qui va donner ensuite, en divisant encore par 2, 91. Je multiplie par 3 et j'ajoute 1, ça fait 274. Je continue, je divise par 2, 137. Je multiplie par 3 et j'ajoute 1. Donc, je fatigue, hein, 401, 412, oui. Merci. Je continue mes divisions par 2, 206, 103, qui donne ensuite 310, puis 155. Ok, je multiplie par 3 et j'ajoute 1. Ah, ça me plaît pas 155, je suis pas content. Hein. 466, ça va être encore long, hein, je vous préviens, mais on va y arriver. Je divise par 2, 233. Alors, c'est une bonne question, on va où? Je multiplie par 3 et j'ajoute 1. 700. Ok. Allez, on divise par 2, 350. On divise par 2, 175. Je multiplie par 3 et j'ajoute 1. 526. C'est ça? Oui. 526. Et non, ça ne me plaît toujours pas. Ben, je pensais qu'on avait terminé, on n'a pas fini. Donc ça nous donne quoi ça? Ça nous donne 263. Ouais. Je continue. Je sens qu'il y en a qui ont décroché déjà 840, 790. Ah oui. Ok. On fait confiance à Monsieur Langin. Je sais pas si on a bien fait. Je continue à diviser par 2. 395. Merci. Je multiplie par 3 et j'ajoute 1. Alors ça fait 1386. 1186. Voilà, je fais que des erreurs de calcul. C'est bien. Alors ça fait 593 en divisant par 2. Ok, je multiplie par 3 et j'ajoute 1. Je pense... Putain, j'en ai pris un super long, mais j'ai pas fait exprès en plus. Hein. J'ai pas de bol. 1780, allez, on continue à diviser. 890, 445, x 3 plus 1, 1336, je divise. 5, bon, voilà. Je vais... 5... Ah, ça vous fait rire, hein, mademoiselle Barthélémy. Je suis mal tombé, franchement, il y en a... Normalement, ça se fait en 5-6 coups, on a terminé. De temps en temps, c'est super long. Bon, alors. Je vais faire... ce qu'il faut jamais faire en maths, je vais pipoter. Donc, vous voyez, je mets 3 petits points pour dire, bon, il y a encore des étapes, et on va arriver sur 1. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur 1? Ben, quand vous êtes sur... Oui, bon, ben, je pipote, mais on va le voir sur d'autres exemples. C'est trop long. Si ça se trouve, je suis tombé sur un nombre pour lequel il y a 400 étapes. Hein. Donc ça, on ne sait pas à l'avance. Mais c'est pas mon genre de chance. Non, il n'y a rien de croissant du tout. Vous allez voir. Je prétends qu'au bout d'un moment, on va tomber sur 1. Alors en fait, quand vous tombez sur 1, donc une fois obtenu le 1, qu'est-ce qui se passe? Ben, le terme suivant, c'est 4, parce que vous faites x3 plus 1. Et puis vous divisez par 2, vous retombez sur 1. Et on enchaîne avec le cycle. C'est-à-dire, en fait, on va toujours avoir la même chose. 4, 2, 1, 4, 2, 1. D'accord? Voilà, ça fait une boucle. Alors, la suite de Syracuse, on dit que, en fait, c'est ça que dit le théorème. Quel que soit... Ah, qui c'est qui a vérifié sur Internet? Comment tu sais ça, Romain? Quelle que soit la valeur de x. Ouais, ben j'ai vraiment pas eu de bol. Hein. J'ai pris celui qu'il fallait pas prendre. Alors, on s'était arrêté. Combien on en a fait? Non, on n'a pas fait tant que ça. Hein. Quelle que soit la valeur de x, d'accord, on tombe, je sais pas comment dire, on tombe sur le cycle 4, 2, 1, 4, 2, 1.
D'accord? En fait, on finit toujours par atterrir, en quelque sorte. 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Alors, on va essayer avec une valeur plus petite, si vous voulez. En espérant que j'ai du bol, cette fois. Si je prends 7, Monsieur Bourrier, ça va, 7, c'est pas piégé? Si vous avez trouvé ça sur Internet. Combien il y a d'étapes pour le 7? Bon, il y en a 16. Ah ouais, il y en a quand même 16. Hein. Bon, j'en prends un autre. Bon, bah 5, ça va très vite, je vais peut-être pas prendre 5. 9, ça va à quelle vitesse? Si vous avez le site internet qui vous donne la vitesse, ça m'intéresse. Bon, allez, on va faire le 9. Vous allez voir, ça marche. Allez, vous me le faites? Bon, on s'amuse un petit peu aujourd'hui, vous voyez, c'est des maths ludiques. Vous pouvez me dire, avec la suite de Syracuse, me trouver les étapes jusqu'à ce qu'on tombe sur le 4, en fait, ou en tout cas sur le 1. Oui, alors, il y a 28, tout à fait, alors on y va, 28. Alors bon, ça c'est facile, c'est des petits nombres. 14. 9 fois 3, 27 plus 1. Et on retombe sur le 7, là, c'est ça? Tu m'as pas dit que pour le 7, il y avait plein d'étapes? Bon, enfin, ça fait rien, allez, on va le faire. 22, 11, 34, 17, 52, si vous voyez des erreurs, vous me le dites, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, et là c'est terminé, puisque avec 16 on va faire 8, 4, 2, 1. Vous voyez, ça marche, on est arrivé jusqu'au cycle 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Alors dans l'ordre, on commence par le 9, et puis on observe que ça marche aussi pour tous. Donc, vous voyez, derrière les 3 petits points, il y avait un grand nombre d'étapes. Hein. Mais ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que ça marche à tous les coups. Voilà. Alors, personne n'a réussi à le démontrer à ce jour. Et je vous assure que quand on est étudiant et qu'on voit ça pour la première fois, on se dit, mais c'est trop nul. J'ai dû passer au moins une nuit blanche à réfléchir à des méthodes, j'ai eu plein d'idées, mais ça ne marche pas. C'est vraiment pourri, enfin, on ne sait pas faire. Alors, il y a des tas de vidéos sur YouTube sur la suite de Syracuse, où on vous explique un petit peu le genre de recherche qui a été entreprise. Alors, comme c'est des nombres entiers, c'est assez facile à comprendre, enfin, en tout cas pour certaines d'entre elles. Et voilà, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des nombres pour lesquels c'est très très long avant de retomber sur le 1, mais a priori, ça marche à tous les coups. Alors attention, je dis théorème, mais ça n'a jamais été démontré, donc en fait, je ne devrais pas dire théorème. Je devrais plutôt dire conjecture. D'accord? On pense que ça marche à tous les coups, mais si ça se trouve, c'est faux. On va trouver un nombre pour lequel on tombe jamais sur le 1. C'est-à-dire, soit vous avez une suite qui finit par être croissante périodiquement, sur des très très grandes valeurs, enfin bon, bref. On pense que ça marche quand même. Hein. Alors, on a démontré que ça marche pour certains types de nombres, etc. Mais, bon, on n'a pas de preuve générale. Donc, si vous trouvez, vous gagnez $1 million. C'est mis aux enchères, je crois, hein, que celle-là est mise aux enchères. Donc, si vous avez une idée géniale dans la nuit, n'hésitez pas. Vous allez devenir riche en quelques minutes. Vous pouvez la peine de passer le bac. Voilà. Donc, c'était un petit quart d'heure culturel. Bon, on va revenir à nos moutons, à nos équations diophantiennes et au théorème de Fermat. À moins qu'il y ait des questions sur le chapitre, donc la suite de Syracuse, je la livre à votre sagacité. Je n'ai pas réussi à la démontrer, comme tous les mathématiciens connus à ce jour. Bon, entre nous, j'ai peu d'espoir, hein, quand même, mais on sait jamais. Donc, j'ai eu plein d'idées, hein, si vous voulez, je vous montrerai, mais ça marche pas. Ok. Donc, on a fait 2 petits exemples culturels d'équations. Enfin, ça, c'est pas vraiment une équation diophantienne, mais disons, c'est un problème non résolu. Contrairement au grand théorème de Fermat. Alors, maintenant, je vous propose une petite équation diophantienne, on l'a déjà vue ensemble. Hein. Résoudre 7x égale 5y. Vous voyez, c'est assez modeste, hein, on n'a pas de puissance, on n'a pas de carré. Alors, comment on fait ça? En fait, on va utiliser le lemme de Gauss. On va interpréter l'égalité 7x égale 5y. Alors, on va l'interpréter en termes de divisibilité. Ce que je peux dire, si 7 fois quelque chose égale 5y, ça veut dire que nécessairement 7 divise 5y. En fait, c'est la définition. 7 fois quelque chose égale 5y, donc 7 divise 5y. Et c'est là où je vais appliquer le théorème de Gauss.
dans la mesure où 7 divise 5y, je vais pouvoir dire aussi que 7 divise y. C'est le théorème de Gauss. Pourquoi? Bon, bah, déjà, bon, y non nul, c'est pas la peine de s'embêter avec ça, hein. J'en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que 7 est premier avec 5. D'accord? 5 ne contient pas le facteur 7, ça veut dire que c'est nécessairement y qui contient le facteur 7. Ça va? C'est clair pour tout le monde, ça? Donc, si vous voulez trouver tous les nombres y qui conviennent, vous savez que c'est forcément des multiples de 7. Donc, on va poser y égale 7 fois quelque chose. Est-ce que vous avez compris le raisonnement jusque-là? Ça va? Manifestez-vous si ça va pas. Bon, c'est ok pour tout le monde? Je continue? Donc pour l'instant, si vous voulez, est-ce qu'on a vraiment trouvé la valeur de y? Ben, on ne sait pas. En tout cas, on sait qu'il faut la chercher, c'est obligatoire, sous la forme 7 fois quelque chose. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on raisonne par conditions nécessaires. Si y est solution de cette équation, alors forcément, y est divisible par 7. Il n'y a pas le choix. Ça ne veut pas dire que tous les nombres divisibles par 7 sont solutions de l'équation. Ça veut dire qu'il faut chercher les solutions de l'équation parmi les nombres divisibles par 7. D'accord? Vous comprenez le raisonnement un petit peu? Donc on ne raisonne pas du tout par équivalence, on raisonne par implication. On dit par condition nécessaire. Parfois, il y a des profs qui appellent ça raisonner par analyse et par synthèse. Alors, c'est des mots qui sont un peu empruntés au français. C'est un peu bizarre, mais voilà. En gros, condition nécessaire, forcément, y doit diviser 7. 7 doit diviser y. Alors du coup, j'écris y égale 7k. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, je réinjecte y égale 7k dans l'équation. Il manque peut-être une étape. On obtient, regardez ce que je vais faire, je vais remplacer y par 7k. Donc je vais obtenir 7x égale 5 fois 7k, donc ça fait 35k. Je divise par 7, et j'obtiens x égale 5k. Attention, le k qui est ici, c'est le même que le k qui est là. D'accord? Obligatoirement. Donc j'en déduis quoi? J'en déduis que les solutions sont à choisir. On n'a pas le choix en fait. Enfin, on a le choix sur K, mais ils sont forcément de cette forme. Sont à choisir, je mets choisir entre guillemets, parmi les couples de la forme 7K, 5K, K, qu'est-ce que c'est en fait? Ben, c'est n'importe quel nombre entier relatif. D'accord? Donc là en fait, on a vu que nécessairement, à partir du moment où 7x était égal à 5y, x était un multiple de... je l'écris à l'envers, là, non? Oui, je l'écris à l'envers. C'est x qui fait 5k et y qui fait 7k. Nécessairement, x est un multiple de 5 et y est un multiple de 7. Mais c'est même mieux que ça. Vous voyez, le k qui intervient, c'est le même. C'est-à-dire que si x c'est 5 fois 2, eh ben y ça va être 7 fois 2, et pas autre chose. Donc d'accord, mais c'est parmi ces solutions-là. Ça ne veut pas dire qu'elles marchent toutes. Pourquoi? Parce qu'on a raisonné par implication. Ça va pour tout le monde, ça? Donc en fait, si vous voulez, il y a deux étapes. Donc première étape, on raisonne par implication. Donc si je vérifie cette équation, je suis forcément de cette forme-là. Réciproquement, si je suis de cette forme-là, alors l'équation est juste. Vous avez compris le raisonnement? Dites-moi si ça va. Vous êtes tous endormis ou... Allô, allô? Moi, juste si ça va, ou si vous voulez que je... Voilà, j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'il y a des équations. En fait, quand vous résolvez des équations, en gros, il y a deux façons de faire. Soit on travaille par équivalence, d'accord, comme on fait au collège, quoi. Je fais passer de l'autre côté, je divise, gna gna gna. Et puis, bon, je trouve la solution, ou les solutions, quand il y en a plusieurs. Mais, la plupart du temps, enfin en tout cas très souvent, les équations, ben,
Vous n'avez pas vraiment de méthode pour raisonner par équivalence. Vous voyez, le lemme de Gauss, c'est pas une équivalence, c'est une implication. Regardez, je vous remonte le lemme de Gauss. Hein. Le lemme de Gauss, il est là. Si n est comme ça, alors n divise b. C'est un si alors. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une déduction logique, mais que dans un sens. Et forcément, si on utilise ce théorème pour résoudre une équation, ben on travaille par implication. Et quand vous travaillez par implication, ben, les conditions que vous obtenez, en général, elles sont plus vastes que votre équation de départ. Alors, ça veut dire quoi, elles sont plus vastes? Ça veut dire que parmi les nombres que vous allez obtenir, ben, vous aurez peut-être des solutions de l'équation. Vous aurez peut-être autre chose. Mais en tout cas, ce que vous savez, c'est que les solutions de l'équation sont dans ce nouvel ensemble plus vaste que vous venez de déterminer, de délimiter, si on veut. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Si x égale 3, ben, vous pouvez écrire que x au carré est égal à 9. Vous êtes d'accord? X égale 3 implique x carré égale 9. Ben, les solutions de x carré égale 9, ben, il y a 3 et moins 3. Donc quand vous raisonnez par implication, si x est égal à 3, forcément son carré est égal à 9, mais parmi les nombres dont le carré est égal à 9, il n'y a pas que 3, il y en a d'autres aussi. D'accord? Donc quand on raisonne par implication, on obtient un ensemble de solutions plus vaste. Ok? Plus exactement, si A implique B, d'accord? Ça veut dire que si A est une solution de B, de A, il est aussi une... Pardon, si X est une solution de A, il est aussi une solution de B. Mais rien ne dit que B n'a pas d'autres solutions. C'est exactement ce qui se passe ici. Alors nous, on se dit, bon voilà, on sait que les solutions, elles sont forcément de cette forme, mais je ne sais pas si tous les nombres de cette forme, 5K, 7K, sont solutions. Ben, il faut le vérifier. Alors, c'est évident à vérifier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vérifier que ça marche? Comment vérifier que n'importe quel nombre qui s'écrit comme ça est bien solution de cette équation? Je vais donner des exemples de nombres. Hein. Voilà, on remplace dans l'équation, tout simplement. Et on voit que forcément, ça va marcher. Alors, par exemple, on peut donner des exemples de couple. Hein. Vous prenez k égale 2, hein, j'en parlais tout à l'heure, ça fait 10, 14. Vous pouvez prendre aussi... prenez k égale moins 3, j'en sais rien, je prends au hasard, hein, etc. Il y en a une infinité de toute façon. Donc si vous prenez k égale moins 3, ben, ça va faire moins 15, moins 21. Vous voyez, bon, il y en a plein. Etc. Et en fait, ben, quels que soient les couples que vous allez prendre ici, ils vont tous vérifier 7x égale 5y. Ok? Donc pour résoudre l'équation, on a dû raisonner dans un sens et dans l'autre. Alors en fait, on se rend compte, je ne sais pas si vous le sentez, que oui, on a été obligé de présenter la résolution comme ça, mais en fait, ça va marcher à tous les coups, cette histoire. D'accord? À partir du moment où pour trouver y, en fait, pour trouver pour trouver x, pour trouver le 5k, on a injecté dans l'équation, bah, il est clair que tous les nombres qu'on va écrire ici vont être solutions de l'équation. C'est une simple substitution. Donc dans le cours, en fait, je vous ai énoncé un théorème qui vous permet directement de mettre une équivalence entre ça et ça, pour éviter d'avoir à faire le boulot à chaque fois, en fait. 7x égale 5y, il y a un théorème qui vous dit « Ok, c'est pas la peine de réfléchir, je te garantis que toutes les solutions, ça va être ça. » Le théorème, vous l'avez en dessous. D'accord? Alors, il y a des conditions. Hein. Il faut que A et B soient premiers entre eux pour appliquer le lemme de Gauss. Hein, tout à l'heure, on avait 5 premiers avec 7. Sinon, ça marche pas. Sinon, c'est faux, d'ailleurs. Donc, si ça, c'est vrai, autrement dit, les solutions de cette équation-là sont de cette forme. Et là, vous voyez, je peux écrire fièrement le symbole équivaut. Parce que cette démonstration qu'on a fait une fois pour un exemple, là, ce que je viens de vous montrer, on peut la faire une fois pour toutes. D'accord? Est-ce que vous vous souvenez avoir vu des trucs comme ça avec moi? On a déjà fait, hein? Ça vous rappelle quelque chose? Oui, non? Bon, dites-moi quelque chose, je vais me tirer une balle, moi, hein, d'ici tout à l'heure. Enfin, d'ailleurs, c'était l'heure. On va arrêter. Ça vous dit quelque chose ou pas, tout ça? C'est gentil de dire oui. Ok, ça marche. Allez, ce que je vous propose, on va faire des petits exercices demain après-midi. Donc on se revoit pour ceux qui seront là à 16h30 demain. On va faire 1h30 à peu près aussi. Voilà.
On fera les exercices page 149 sur le théorème de Gauss, il y en a un ou deux, bon, ils sont pas très compliqués. Le 26 et le 27. Ce que je vous demande ce soir, oui, on va faire 1h30. Alors c'est moi qui ai décidé de basculer à 1h30, parce que je trouvais que 2 heures c'était trop long. Pour vous déjà, et aussi pour moi. Bon, encore que moi ça va, mais j'ai l'impression qu'on est obligé de prendre 20 minutes de pause, enfin bon bref. Autant faire 1h30 d'un trait, ça me paraissait plus efficace. Voilà. Donc, alors Monsieur Boulira qui passe son permis, un danger de plus sur les routes, tant pis. Donc vous aurez la vidéo sur internet, hein, voilà. Donc demain on va corriger, on va faire 2 exercices sur le théorème de Gauss, probablement ceux qui sont en haut de la page là. Vous la voyez à l'écran, je fais un petit zoom, voilà, des exos très simples. Et on va passer ensuite au théorème de Bézout, dont j'ai déjà parlé à ceux qui étaient là, avant les vacances en visioconférence. D'accord, on va voir des petits exemples, on va faire des petits exercices, on va refaire tout ça. Donc c'est le programme de demain. Simplement, ce que je peux vous demander, c'est de revoir les petits exemples du cours sur le lemme de Gauss, là, qu'on avait déjà détaillé. Peut-être essayer de les reprendre. Vous savez, là, les 4 méthodes pour démontrer un truc. Là. Bon, voilà, ça, pour vous mettre un peu dans le bain. Puis vous avez aussi le DM à avancer pour ceux qui ne l'ont pas encore rendu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Keine Frage? Ok. Bon, vous pouvez toujours me mettre un message dans Pronote hein, si vous avez des questions. Bah écoutez, on va s'arrêter là du coup. Merci pour votre écoute, bon après-midi. Peut-être vous avez d'autres visios avec mes collègues, je sais pas, aujourd'hui, demain, etc. Bon courage pour votre travail et pour la préparation du bac. Et donc, rendez-vous demain pour ceux qui seront là. Je vous mets d'ici quelques minutes sur Pronote les vidéos parce que ça a été coupé en 2 morceaux cet après-midi. J'ai fait une fausse manip. Et la petite trace écrite qu'on a faite là. Je ferai une petite mise à jour. Voilà. Merci à tous. Au revoir.